Frédéric Mitterrand, bonjour. Bonjour Darius. Vous revenez avec un nouveau livre, La Récréation raconte votre expérience de ministre. On va parler de ça, de votre parcours. Un mot de la Suisse. Vous connaissez bien la Suisse, ce n'est pas toujours le cas des Français. Vous la connaissez très bien. Je la connais assez bien et je l'apprécie beaucoup. Je ne dis pas ça pour faire le bon garçon, mais je suis toujours frappé par l'importance de la contribution de la Suisse à la culture en général. Je regardais dans le train en venant, il y avait un article sur Le Corbusier à Genève. Je repensais à Ramu, je pensais au fait que Stravinsky a passé quelques-unes de ses plus belles années ici. Vous avez des souvenirs de l'autre côté du lac Léman? Oui, c'est-à-dire que ma grand-mère avait une maison à Évian. Et j'ai passé donc mes vacances enfant dans cette maison et j'ai eu la chance de garder ma grand-mère très très longtemps. Donc on est retourné dans cette maison. Quand vous regardiez la Suisse on y de l'autre retourne côté, d'ailleurs encore. vous pensiez quoi? Je pensais tout le temps à ce que devait être la vie en Suisse pendant la guerre. Et je me disais, mais nous, quand on vivait à Évian, est-ce que les lumières étaient allumées en face? Comment ça se passait? Est-ce qu'ils avaient des choses à manger, tandis que de l'autre côté, il n'y avait rien? Comment est-ce qu'ils envisageaient la guerre qui se déroulait partout en Europe? Tout à l'heure, vous me demandiez le taux de chômage en Suisse, oui. 3% à peu Oui, près. mais nous, on est à 13. Oui. Ouais. Il y a une fascination de la Suisse, de ce côté, ça marche? Il y a une fascination d'abord de la part d'un certain nombre de gens qui ont leur compte en banque ensuite. Alors ceux-là, ils sont clairement fascinés. Et puis, il y a... oui, mais alors là, les Français sont toujours un peu arrogants. Donc, il y a une fascination, mais en même temps, immédiatement... condescendance. Oui, condescendance. On accuse les Suisses de provincialisme, de lenteur, etc. Alors que quand même, c'est le pays qui a accueilli Béjart, c'est le pays qui a fait le théâtre de Vidi, enfin, avec Gonzalez. Enfin, la Suisse est un peu présente dans votre livre, notamment quand Nicolas Sarkozy vous dit que le vote sur les minarets, l'interdiction des minarets, ça lui plaît, en tout cas ça l'intéresse. Non, il a dit une chose, il a dit une chose un petit peu plus subtile, nuancée. Il a dit, mais il ne faut pas se moquer des Suisses, ils ont inventé la démocratie avant nous. Et il avait raison. Je ne suis pas absolument sûr que je m'étais aligné à ce moment-là et que je continuerai à m'aligner sur un certain nombre de ses positions concernant l'immigration. Mais en tout cas, dans ce jugement qu'il portait sur la Suisse, il disait quelque chose d'exact. Frédéric Mitterrand, vous avez été ministre 3 ans à peu près. 3 ans, oui, 3 ans moins quelques jours. C'est le meilleur moment de votre vie? C'est peut-être pas le meilleur moment de ma vie, mais c'est certainement un des moments les plus intéressants et les plus intenses. C'est un moment où il s'est passé beaucoup de choses, où j'avais l'impression d'exercer une certaine influence, où j'avais un sentiment de plénitude, frustration. Parce que plus vous faites de choses et plus la période est intéressante, plus vous ressentez qu'il y en a d'autres qui sont hors de votre atteinte. Donc l'action entraîne aussi, invente en quelque sorte. Toute nouvelle invention invente son contraire. Vous avez tout fait. Vous avez été cinéaste, auteur de documentaires, animateur de télévision, écrivain. J'ai été disjockey dans une boîte en Grèce. Alors, oui, comment c'était? C'était très bien, j'avais beaucoup de succès. Ministre? Oniron à Patilo, faisons un rêve. C'était mon disque favori, j'avais 20 ans. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 mois. Il fallait bien que je paye ma chambre. Ministre, il y a une manière de se tenir différente. Il y a un moment où vous êtes... on tient un peu comme ça. Oui. Tout à l'heure, je suis arrivé en polo vert, j'ai mis une cravate. C'est la grande aventure. On peut dire que ça a été un moment de la grande aventure de votre vie. C'est une grande aventure, mais j'en aurai peut-être, j'espère que j'en aurai d'autres. Enfin, des grandes aventures. Ça a été une grande aventure dans un domaine particulier, mais il y a des grandes aventures amoureuses, il y a des grandes aventures culturelles. Mais disons que celle-là a été une grande aventure dans le domaine de l'action. Voilà. Le sentiment de pouvoir mener une action. Voilà. Vous racontez les circonstances de votre nomination, les débuts, la gaffe. Il y a beaucoup de gaffes dans votre parcours, vous en jouez vous-même. Oui, en vérité, je n'ai pas fait beaucoup de gaffes. Mais sauf que, contrairement aux autres politiques, je ne m'en défends pas. Et je pense que c'est pour ça que le livre est assez amusant, c'est que je ne vais pas commencer à raconter des histoires. Dès qu'un politique fait une gaffe, il y a immédiatement 10 conseillers en communication. On fait tout pour que la gaffe n'existe plus. Moi, je ne faisais pas ça. Il faisait une gaffe, je disais, j'ai fait une gaffe, et puis c'est tout. On passait à autre chose. Vous dites, les politiques, c'est une race, d'après vous? Ça le devient. C'est-à-dire qu'ils ne le sont pas au départ, mais à force de vivre dans une sorte de ménagerie, ils sont tous finalement conditionnés par le dompteur. Alors le dompteur, en fait, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est leur désir de pouvoir ou leur ambition ou leur désir d'action. Aucun n'est sorti du lot, je veux dire, tous étaient dans le moule? Non, ils sont tous des personnalités très fortes, ils ont tous des personnalités différentes, ils sont tous animés
par un même désir où se retrouvent de l'ambition, de l'inquiétude et aussi des convictions nobles qui sont de servir leurs concitoyens. Tout est mélangé. Vous dites... Et tout est mélangé, et pour certains, c'est l'ambition qui l'emporte, à certains moments, et puis les mêmes seront les plus dévoués, les plus généreux à un autre. Tout ça est assez complexe, et c'est pour ça que c'est intéressant à observer et à raconter. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'intéressait de le raconter. Qui est-ce que vous avez admiré ? J'en ai admiré beaucoup. J'ai beaucoup admiré François Fillon, qui était un très bon Premier ministre, comme chef d'équipe. J'ai beaucoup admiré Christine Lagarde, c'est difficile de ne pas l'admirer, elle a une très forte personnalité. Mais j'admire aussi des gens de l'autre bord, comme Hubert Védrine, que je trouve un des hommes les plus remarquables que nous ayons en France, comme j'admire Martine Aubry, que je trouve elle aussi une personne tout à fait remarquable. Moi, je n'ai pas de hier. Et quant au président Sarkozy, je l'ai alternativement admiré, respecté, redouté, mais pas beaucoup redouté. Il m'a agacé, et puis ensuite, je me suis senti réconcilié avec lui. Et puis, quand est-ce qu'il vous a énervé, agacé précisément ? Dans la manière dont il se comporte quelquefois avec brutalité, en manquant d'égard, en manquant d'usage. Ce qui est indigne en fait de son intelligence et de son courage, de ses vertus. Mais je pense que l'image que je donne de lui dans le livre est en fait une image qui contribue à l'humaniser beaucoup et qui montre que c'est quelqu'un de beaucoup plus complexe et au fond beaucoup plus intéressant que l'agacement qu'il a pu susciter, voire même la haine qu'il a pu susciter. Le livre est superbement écrit, c'est vraiment du grand Frédéric Mitterrand. Vous citez Chose vue. Oui. Très grand livre. Oui, le livre. Chose vue, c'est très intéressant. J'ai mis la barre un peu haut, mais après avoir été ministre, c'est la première chose que j'ai relue. En fait, je l'avais lu, mais en diagonale. Là, je l'ai lu attentivement. Alors, c'est l'expérience de Victor Hugo qui, à la fois, est quasiment le conseiller de Louis-Philippe, à la fin du règne de Louis-Philippe, qui est l'un des fondateurs de la Deuxième République et qui devient l'opposant déclaré à Napoléon III. Il y a quelques pages célèbres, la mort de Talleyrand, comme ça, des pages assez cruelles souvent. Et dans votre livre aussi, ça alterne des moments très tendres, drôles, etc. C'est très cruel, parfois très violent. Il y a beaucoup de violence. Ben oui, mais parce qu'on est confronté à des situations violentes et à des gens qui sont dans des situations de violence. Donc, le côté à la vie, à la mort, quand on est dans un gouvernement, on le sent à tout moment. Oui, c'est-à-dire il faut, c'est un pacte quand même. Si on rompt le pacte, il ne faut pas aller au gouvernement. Ça, c'est voilà. Mais je veux dire aussi la peur de tomber, la peur d'être tué politiquement. Oui, ils le vivent tous très fort. Ils le vivent tous très fort. Et ils le vivent même d'une manière névrotique, c'est-à-dire qu'ils arrivent au Conseil des ministres, s'ils ont fait une mauvaise émission avec Jean-Michel Apathy sur RTL pendant 10 minutes à 7h30, ils sont complètement défaits. C'est absurde. Ce sont des gens qui ont... Jean-Michel Apathy est un très bon journaliste, mais ce sont des gens aussi qui ont une ampleur et des responsabilités telles qu'ils ne devraient pas être angoissés par ça. Donc il y a une sorte de... Vous racontez des scènes de Conseil des ministres. Alors il y a le premier, je crois, vous enlevez votre veste, puis vous le mettez, on vous dit ça se fait pas. Oui. Bon, Éric Besson me fait passer un papier en me disant remets ta veste. Bon, ça c'est amusant. C'est impressionnant, franchement, quand on arrive là, De Gaulle était là à la table, etc. Vous n'avez pas été impressionné? Non, j'ai pas été impressionné, mais moi j'étais un enfant gâté. J'ai eu un oncle qui était président de la République, donc je suis assez familier de ce genre de choses. La fierté. Puis moi, je me sens bien partout. C'est ça qui est fou. C'est à la fois un défaut et une qualité. C'est une chance en tout cas. La fierté, c'était à quel moment quand même où la fierté, la vanité, allez, soyons pires, la vanité même. Mais... Il y a des moments quand même, les ministres... La vanité, il y a des moments de petite vanité. C'est-à-dire quand les gens qui se sont mal comportés dans le passé viennent dans votre bureau et vous appellent Monsieur le Ministre. Ah oui, c'est bien ça. Alors ça, c'est assez amusant. Ce sont des petites vanités. On n'est pas très fiers de les éprouver. Mais on ne peut pas s'empêcher de les éprouver quand même. Les quémandeurs, parce que pour les nominations, pour les subventions, ça doit être un défilé incroyable. Oui, mais ça c'est normal. C'est toute la journée comme ça. Mais alors le résultat, c'est qu'il y a une frustration quand même. Parce que, par exemple, on peut rencontrer des gens formidables qu'on a toujours eu envie de rencontrer. Et on se dit, on se fait une fête. Mais en fait, ils ne viennent pas voir Frédéric Mitterrand, ils viennent voir le ministre. Et donc, il y a un malentendu. Alors, on est très content, on essaye un peu de personnaliser la relation, mais en fait, il ne faut pas le faire parce que ce n'est pas ça qu'ils sont venus demander. Qui, par exemple? Je ne sais pas.
Bon, je ne parlerai pas de Georges Saint-Paul parce qu'il est tombé malade à ce moment-là, et puis que précisément on n'était pas dans cette relation-là. Mais je ne sais pas, la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, les acteurs de cinéma, les metteurs en scène, Werner Herzog qui vient me voir. Bon, je suis une admiration folle pour Werner Herzog, dont je pense que c'est un des plus grands cinéastes du monde. Bah, il vient me voir parce qu'il voulait avoir une autorisation pour tourner dans la grotte Chauvet, qu'il a eu, et je me suis décarcassé pour qu'il l'obtienne. Mais bon, voilà. C'était pas moi qui venais voir. Voilà. Vous racontez des scènes incroyables de rencontres. Vladimir Poutine. Oui, ça c'était très amusant même. Comment il est, Vladimir Poutine? Mais Daniel Craig, James Bond, il sort de sa voiture, sa limousine. Alors, il est beaucoup plus sympathique que l'image qu'il donne, hein. Comme ils sont souvent d'ailleurs. Hein. Il vous dit une phrase de KGBiste, hein. Il vous dit « je sais tout de vous ». Oui, parce que c'était en plus juste quand je sortais de toutes mes difficultés avec Marine Le Pen et avec l'affaire Polanski. Et alors oui, et ben vraiment, je me suis dit... Si j'avais été à Leningrad en face de lui en 82 et interrogé par lui, j'aurais pas rigolé. Mais là, je m'en fichais complètement, donc je lui dis oui, je ne peux faire que des progrès avec vous. Du coup, ça l'a fait rire. Et je suis devenu le chouchou de Poutine. C'est un truc incroyable. Puisqu'en plus, on a fait le monument qu'il voulait faire. Je l'ai fait très vite, etc. Alors, il était très content. Vous avez l'air toujours de jouer, hein, de prendre cette distance, vous regardez de l'extérieur, vous fonctionnez comme ça vraiment. Il y a deux personnes, il y a le ministre, et puis il y a quelqu'un qui le regarde, qui est moi. Ouais. Et donc le ministre, il fait ce qu'il doit faire, et je veille à ce que le ministre fasse ce qu'il doit faire. Et puis l'autre, qui est évidemment obligé de rester silencieux, il accumule un certain nombre d'informations quand même, sans doute, et plusieurs mois plus tard, il en profite pour faire un livre. Comment est-ce que vous avez survécu émotionnellement? Parce que c'est... Très bien, très bien. Vous dormiez? C'était très intéressant. Je dormais très bien, je dormais comme un loir, mais je dormais pas beaucoup parce que je travaillais énormément. Et donc, voilà, je dormais, je tombais boum, comme ça. Il y a des passages très drôles dans votre livre. La fierté de votre maman, c'est une vraie maman. Hein. Elle est très fière que vous soyez ministre. Elle espère même... Elle est un peu décalée quand même aussi, par rapport. Elle espère même que vous le restiez quand Hollande arrive au pouvoir. Vaguement, elle se dit peut-être qu'il pourrait réussir. Hein. Oui, c'est drôle. Hein. Le côté girouette qu'on vous a reproché... Je ne suis pas tellement girouette, moi j'ai des convictions qui sont très fortes. Tout simplement, elles sont un peu difficiles à discerner dans une société dogmatique comme la société française où il y a deux camps qui s'affrontent. Vous dites que ça vient de très loin. Admiration de De Gaulle et puis de Mitterrand en même temps. Ben oui, j'ai un gaulo-mitterrandien. C'est un peu compliqué comme situation, mais je l'ai toujours été. Et donc, en me retrouvant ministre, au fond, je me suis retrouvé dans ce carrefour que je n'avais jamais quitté. Et pour cette raison, ça ne m'a pas posé de problème de conscience. Bon, vous avez une définition de la politique qui n'est pas très excitante, si vous me permettez. Je crois que vous dites, vous aimez la droite pompidolienne, modérée, pépère. Ça, c'est votre idéal? Ah oui, parce que je trouve que c'est la droite qui a été... quand les 5 années de Pompidou, les 4 années de Pompidou ont été des années particulièrement heureuses pour la société française. Hein, et des années... En plus, j'ai la nostalgie quand même des hommes politiques très, très cultivés, quand même, de Pompidou qui cite Aragon et Éluard dans ses conférences de presse de mémoire. Les journalistes étaient scotchés quand même. Hein. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont on peut tous avoir la nostalgie. François Mitterrand a exprimé cela aussi avec une très très grande force. Vous avez été un homme de pouvoir et de culture. Entendre vos discours, il y a quelque chose de fascinant. Vous êtes très grand orateur. Hein. Ça vient d'où? J'aime les mots, j'aime lire. J'aime lire. Je me rends pas compte de ma capacité d'orateur, je me rends compte de mes capacités à dire des textes. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Et quelquefois, je sentais que le public était accroché. Même assez souvent, je dois dire. Et alors là, vanité personnelle, quand je me retrouvais dans des atmosphères qui étaient a priori hostiles. Ouais. Et ça, c'était assez fascinant de voir que le fait de dire un texte, parce qu'on me faisait mes discours, il y avait 5 discours par jour, après, il y a toujours, les ministres ont toujours ce qu'on appelle des plumes avec eux, mais je les refaisais beaucoup. Et vous improvisez sur la base du discours? Et quelquefois, j'improvisais, oui, complètement. Et voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Il y a quelques fois où on est fatigué, on n'y arrive pas. Je raconte une fois où je vais au Centre national des lettres, le discours qu'on m'avait préparé n'était pas bien, j'en griffonne un dans la voiture, je le fais, il est encore plus mauvais. Enfin, ça, c'est sensiblement désagréable. Et le charme ne marche pas toujours. Scène particulière quand vous êtes invité à la fête de l'humanité. Non, mais là, le charme n'a pas du tout marché. Non, là vous êtes presque lynché. Il y a une haine contre vous. Il y avait une haine contre moi, oui. Enfin, contre ce que je représentais. Ouais. Et comme je le représentais comme toujours en souriant,
C'était encore pire. Ben oui, ça s'est cristallisé sur le... Non seulement il vient nous provoquer ce suppôt de la bourgeoisie, mais en plus il a l'air content. Alors donc... Là, vous avez senti la haine de classe. Oui, la haine de classe, la haine de classe est une des grandes maladies de la société française, quand même. De toute façon, la haine et la terreur appartiennent vraiment à l'imaginaire collectif français. Hein. Ça remonte à la Saint-Barthélemy, à la terreur sous la Révolution, aux excès de l'occupation allemande et de la collaboration, et aux excès de la libération. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre histoire, dans nos gènes historiques, c'est terrible. Vous venez d'un milieu très bourgeois. La famille Mitterrand, quand on regarde ces photos de François Mitterrand qui invitait tous les Mitterrand à l'Élysée, on voit les hommes très encravatés, les dames très tenues. Hein. C'était pesant. C'était la bourgeoisie de province. Hein. Moi, par ma mère, je vivais dans une autre bourgeoisie qui était une bourgeoisie un peu plus glamour. Plus chic, hein, ça oui. Non, mais glamour, c'est-à-dire cette classe sociale qui s'est enrichi sous la 4e République, qui habitait le 16e et tout ça, qui allait au Racing et tout ça. Et donc, j'étais entre les deux, entre la province de Jarnac et le 16e. Enfin, un cas comme dans l'autre, ça fait quand même pas partie des classes laborieuses et souffrantes. Mitterrand, vous regardez comment ? Sans grande sympathie. Sans grande sympathie, je pense, parce qu'il considérait que mes frères et moi, nous étions des enfants gâtés, ce que nous n'étions absolument pas. Mais bon, c'était un peu plus simple. Puis peut-être que ça lui permettait aussi, au fond, de s'excuser auprès de ses enfants du fait qu'ils ne s'en occupaient pas, beaucoup. Donc, comme ça, il tapait sur les neveux pour faire oublier qu'ils ne s'occupaient pas suffisamment de ses enfants. Ça vous a frustré, ça ? Oui, beaucoup, parce que je l'admirais beaucoup. Et donc, il y a eu un manque d'amour. J'étais malheureux qu'il ne m'aime pas. En fait, il m'aimait bien, mais je ne le savais pas. Et c'est une famille bizarre, les Mitterrand. Ils n'expriment rien. Ça, c'est très vieille bourgeoisie de province, effectivement. Ah oui, vieille bourgeoisie de province, on ne s'embrasse pas, etc. J'avais un de mes oncles du côté maternel qui disait les Mitterrands sont intelligents, ils n'embrassent personne, et les Caillés sont idiots, ils embrassent tout le monde. Et au fond, je préfère le jugement de cet oncle maternel. À quel moment vous êtes sorti de ce milieu ? En suis sorti, je ne crois pas. Je crois que je l'ai prolongé et que c'est le monde qui a sorti ce milieu de la carte. Généralement, François Mitterrand est devenu président de la République, il y a des enfants de bourgeois qui sont à l'ENA, etc. Mais le monde a évolué à toute vitesse, et cette classe sociale, ce n'est plus la classe sociale qui est au pouvoir. Elle a été au pouvoir sous la 3e et la 4e République. Maintenant, le pouvoir, ce sont les gens des médias, ce sont des milliardaires assez violents, ou à l'inverse, ce sont les syndicats animés par un désir de revanche sociale. Et cette bourgeoisie me semble moins en prise avec la réalité. C'est la même bourgeoisie, d'ailleurs, que celle de Pompidou. Hein. Il y avait, entre François Mitterrand et Pompidou, il y avait des similitudes considérables, notamment sur le plan culturel. Vous vous êtes cultivé incroyablement. J'ai des failles ça a commencé énormes. quand ? J'ai des failles énormes. Bon, dans le cinéma, en tout cas, non ? Oui, non, mais j'ai des failles énormes. Je connais mal la philosophie. J'ai jamais vraiment réussi à m'intéresser énormément. Je ne m'intéresse pas beaucoup à la... je crois que j'ai une spiritualité forte et en même temps, je suis incapable de lire un texte religieux sérieusement. Enfin, ça vous est arrivé, comme ministre, de constater que vous aviez des lacunes, effectivement Non. Vous n'êtes pas modeste, hein, Frédéric Mitterrand. Non, mais si, j'ai des lacunes énormes. Mais si, je suis beaucoup plus modeste qu'on te croit. Mais si, j'ai beaucoup de qualités. J'ai précisément, je suis modeste, je suis pas rancunier. Oui, je suis modeste, je suis pas rancunier, je suis travailleur. Pas rancunier. Il y a des scènes incroyables dans votre livre, par exemple, où Marine Le Pen, qui vous a attaqué tellement durement sur la mauvaise vie, sur l'affaire Polanski, etc., vous lui envoyez le livre suivant en disant, sans rancune. Oui, ça va. Ça, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Vous êtes vraiment comme ça ou c'est une affectation ? Non, je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi, j'ai toujours... J'espère que tout le monde se réconciliera à la fin, que ce sera comme dans les opéras de Mozart et qu'on chantera sur la scène. Mais ce regard sur les autres dans votre livre, il surprend, parfois il choque. Alors, quand vous parlez par exemple de Fillon comme joli garçon, vous savez que ça a beaucoup... Beau gosse, vous insistez beaucoup là-dessus. Tout le monde a parlé de ça. Oui, bon. C'est vrai, il est beau gosse, Vous aussi, vous êtes beau gosse. Pourquoi est-ce qu'on ne le dirait pas ? Est-ce que les gens... La beauté, c'est une idée très, très étrange, parce qu'au fond... Tant de gens sont beaux qui ne le sont pas pour les magazines de mode, mais qui ont quelque chose dans le regard, qui ont une manière d'être, qui expriment une certaine discipline ou une certaine spiritualité. Et tant de gens réputés beaux ne le sont pas, qui ne sont que des espèces de poissons comme ça pour aquarium esthétique. Voilà. Mais ceux qui le sont, et notamment dans la politique,
je peux vous dire qu'ils y travaillent. Et donc, il vous faut citez pas Obama. hésiter, Vous dites Obama, c'est un exemple de charme développé, assumé. Incroyable, et c'est une rockstar. Il y a évidemment réfléchi. Et je raconte l'histoire, l'anecdote quand même qui est amusante. Enfin, je crois. Je fais une émission de télévision dans une petite chaîne, et puis il y a Manuel Valls qui va passer après moi. Moi, je suis arrivé en blouson, bon, et puis je vais saluer Manuel Valls quand même. Et à ma stupéfaction, il est dans sa loge. Là, il y a 2 ou 3 chemises sur des cintres, il y a une dame qui repasse, il y a 2 ou 3 costumes. Ça. Il ne fait pas attention à son apparence, alors qu'il est dans l'opposition et qu'il est socialiste, où on dit toujours le naturel, on s'en fout, etc. C'est pas vrai, tout ça, c'est des mensonges. Vous avez vu un bestiaire incroyable. Graves, mais c'est des petits mensonges. Le plus intelligent, c'est qui? Le plus intelligent de tous, Bruno Le Maire, peut-être. Il est peu connu en Suisse, mais ancien ministre. Oui, mais vous allez le connaître. Il a un avenir. Vous allez le connaître. Le plus bête. Oh, il n'y a pas beaucoup de Il y a bêtes. des bêtes dans tous les milieux. Oui, mais ça, je ne veux pas le dire, d'abord, parce qu'il n'est pas là pour se défendre, et peut-être que je me trompe. Il y en a qui ont la réputation d'être bêtes et qui ne le sont pas. Hein. On confond, par exemple... C'est les plus dangereux, souvent, tout le monde tape sur Nadine Morano en disant elle est stupide. Elle n'est pas du tout stupide. Elle est pas du tout... Et puis c'est une gentille personne, en plus. Sauf qu'elle est d'un milieu populaire et qu'elle s'exprime pas selon les canons officiels. Et puis, en plus, on ne supporte pas que, venant d'un milieu populaire, elle ne soit pas de gauche. Donc, alors, elle est considérée comme ça. Le plus méchant? Ah, il y en a beaucoup. Non, ça, c'est assez difficile de dire. Il faudrait... Non, je n'aime pas dire ça. Ils ne sont pas là pour se défendre. Quand est-ce que vous l'avez ressenti, la méchanceté en politique? C'est-à-dire vraiment le désir de tuer? Plein de fois, je le dis. Là. Plein de fois. Mais le désir de tuer, ils ont pas le désir... Ils ont le désir de se débarrasser de vous. Ouais. Et vous savez, par exemple, c'est incroyable, là. Il y a quelques jours, on parlait des terroristes au Mali. Et un général très bien, hein, a dit oui, les éléments ont été éliminés. C'est bon, été éliminés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a tués. Hein, et voilà. Il y a une espèce de chose comme ça. C'est le truc qu'on appuie sur le bouton, c'est le mandarin chinois. Si vous appuyez sur le bouton et que ça tue un mandarin chinois qui n'a jamais entendu parler de vous, vous serez heureux toute votre vie. Est-ce que vous appuyez sur le bouton? Il y a des gens qui appuient sur le bouton, puis d'autres pas. Frédéric Mitterrand, après, on fait quoi? Comment c'était le jour? Le jour d'après, c'était comment? Le jour d'après, on dort, parce qu'on est fatigué. Après, il y a une sorte de baby blues, quand même, hein, pendant 2 ou 3 mois. Et puis après, j'avais eu très envie tout de suite d'écrire mon livre. Donc, j'avais gardé toutes mes petites fiches, puisque j'ai pris aucune note pendant que j'étais ministre. Il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de déprime? Si, un petit baby blues. Pas plus que ça? Non. Si, c'est compliqué. Et ce serait malhonnête de ne pas dire que c'est compliqué. On se passe très bien de tous les avantages. Avantages qui ne sont que la contrepartie des contraintes que l'on subit. Et voilà, je défends ce genre d'avantages qui sont assez... Le fait d'avoir une voiture avec un chauffeur, de pouvoir aller se déplacer d'un endroit à un autre un peu plus vite quand on a un agenda de fou. Finalement, ça, comme citoyen, ça m'a supporté. Comme ministre, j'ai trouvé ça commode. Bon. Ça, on supporte très bien de ne plus avoir ça. On supporte... De ne plus être au centre de l'attention? Là, déjà, ça devient un peu plus difficile. Mais quand on est un peu narcissique, parce que vous me parliez de mes qualités, de mes défauts, mais un narcissique, ça je le reconnais, c'est un défaut. C'est déjà un peu plus difficile. Le fait que les 90%, les 9 dixièmes des gens qui vous faisaient des amours disparaissent immédiatement, c'est pas surprenant, on le savait. Ça, c'est d'un coup, vraiment. Hein. D'un coup, c'est terminé. Bon, ça, on le savait. Quand on le sent, c'est pas tout à fait aussi agréable, même si on s'y est préparé. Bon. Non, ce qui manque, c'est le fait de ne plus exercer d'influence et de voir qu'un certain nombre de décisions sont prises qu'on n'aurait pas pris soi-même. Alors là, on a envie on piaffe un petit peu. Et puis après, ça passe, et le fait d'écrire un livre, ça permet précisément d'objectiver les choses. La récréation, ça en dit beaucoup, hein. Vous l'exprimez, ça peut être très gai, etc. Ça peut être très dur aussi, une récréation. Vous étiez comment dans les cours de récréation, vous, gamin? Moi, j'étais... comment vous m'imaginez? Un peu chahuté par les autres, peut-être. Oui, voilà. Hein? Oui. Mais essayant de jouer la séduction, quand même. Mais avec ma petite bande, et voilà, mais vous avez tout décrit. Ouais. Merci. On vous lira, Frédéric Mitterrand, La récréation. Merci beaucoup, oui, ça va vite. Merci, Darius. Merci. Merci beaucoup.